Salam alaikum, Azul Fellaoun, alhamdoulilah, rakoum gah bkhair. Tout d'abord, je tiens à remercier les hommes et les femmes que j'ai rencontrés devant le consulat d'Algérie à Alicante hier, et notamment cette grande dame qui n'a pas eu peur d'exprimer le fond de son cœur en disant publiquement qu'elle a l'impression d'étouffer en Algérie et qu'elle a contribué au départ de ses enfants vers le Canada. Je ne vous cache pas que son témoignage m'a beaucoup touché, m'a beaucoup fait réfléchir et j'espère qu'il va faire réfléchir les autorités algériennes, car le peuple algérien s'est battu pour que l'Algérie devienne un pays libre et indépendant. Et le peuple algérien, notamment nos martyrs, 1,5 million de martyrs, Rabbi yarhamhum, ont sacrifié leur vie, leur avenir, leur famille, comme Hassiba Ben Bouhli, Al-Harbi Ben Mehdi, Rabbi yarhamhum, pour que non seulement l'Algérie en tant que pays devienne libre et indépendant, mais elle et ils se sont sacrifiés pour que le peuple algérien soit libre, soit démocratique et vive dans un état de droit. Je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, le thème, c'est l'annonce extraordinaire qu'on attendait depuis 1948. Oui, 1948. Des grands pays ont décidé de reconnaître enfin l'État de Palestine. Après une première tentative le 29 novembre 1947, lors du partage de la Palestine en deux, un partage inégal qui n'a pas été accepté évidemment par les Palestiniens, à qui on avait dit on va vous prendre 57% du territoire. Il y a deux hommes aujourd'hui qui peuvent se considérer comme ayant contribué à une avancée majeure vers la reconnaissance réelle d'un État palestinien dans un proche avenir. Quelles que soient les divergences d'opinion qu'on peut avoir à l'égard de ces deux hommes d'État, quelles que soient les critiques qu'on a pu formuler sur d'autres thématiques, et Dieu sait que ces critiques sont nombreuses, il n'en demeure pas moins que l'honnêteté intellectuelle nous oblige à reconnaître leur contribution majeure à l'édification prochaine d'un État palestinien. Ces deux hommes d'État, vous les connaissez, ce sont ces deux personnages. D'un côté, Emmanuel Macron, qui a beaucoup contribué à la détérioration des relations entre l'Algérie et la France à partir du 30 juillet 2024, en reconnaissant de façon unilatérale et en violation de la légalité internationale la marocanité du Sahara occidental, mais qui aujourd'hui fait un retour extraordinaire sur la scène internationale, il faut le dire. Autant quand le président Macron gâche les efforts diplomatiques en reconnaissant la marocanité du Sahara occidental le 30 juillet 2024, autant aujourd'hui, depuis le 12 septembre, date du vote à l'Assemblée générale des Nations unies par 142 États pour la reconnaissance de l'État palestinien, il faut dire aujourd'hui que la contribution diplomatique du président Macron est extraordinaire. De la même façon que le futur roi d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, a gâché l'image de l'Arabie Saoudite, notamment en étant l'instigateur d'un crime horrible, notamment le marhoum Khashoggi en Turquie, autant aujourd'hui, avec le président Macron, ils sont en train d'accomplir un bond en avant extraordinaire qu'on doit saluer. Oui, je dis bien qu'on doit saluer. Alors, le président Ben Salman, non seulement est en train de contribuer à ce qu'un État palestinien voit le jour bientôt, en partenariat avec le président français, mais le président Ben Salman a une vision stratégique à long terme. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait cette semaine. Il a décidé
avec le Premier ministre pakistanais, M. Sharif, de mettre en place un pacte de sécurité global dans lequel il y aura, pour l'Arabie Saoudite, le bénéfice de profiter du parapluie nucléaire pakistanais. Car comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, le Pakistan est le seul État musulman sur les 57 que compte la planète qui détient l'arme nucléaire. Ce qui veut dire qu'il possède cette dissuasion nucléaire qui fait que Tel Aviv n'osera jamais s'attaquer au Pakistan. Et je suis tellement heureux de cette décision de ces deux hommes d'État que depuis le 16 juin, j'ai proposé à nos autorités algériennes de nouer une alliance militaire stratégique avec le Pakistan afin de bénéficier du parapluie nucléaire pakistanais. C'était le 16 et le 17 juin dernier, juillet, août, septembre, c'est-à-dire plus de 3 mois. Mais malheureusement, les autorités algériennes, notamment le ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, qui pense tout savoir sur tout, n'a pas voulu écouter le conseil que je lui avais donné. Et aujourd'hui, vous voyez, le président Ben Salman a écouté ce conseil et l'a appliqué. Car écouter, c'est une chose, appliquer et réaliser, c'est autre chose. Quand on est un homme d'État, on fait ce qu'a fait le futur roi d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman. Donc je le regrette pour notre pays, car maintenant nous sommes à la traîne et nous avons consacré pour 2025 25 milliards de dollars pour notre budget militaire, mais tant que nous n'aurons pas l'arme nucléaire pour nous protéger, ces 25 milliards de dollars seront insignifiants pour nous préserver de la barbarie génocidaire de Benjamin Netanyahou. Donc oui, je suis extrêmement content de ce que viennent de faire le futur roi d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, et le président français, Emmanuel Macron, quelles que soient les divergences d'opinion, quelles que soient nos oppositions, notamment en ce qui concerne les relations entre Alger et Paris. Et vous savez que j'ai publié 300 vidéos pour bien marquer mon opposition à cette politique individualiste, illégale, en violation de la légalité internationale du président Macron au sujet de la question de la marocanité du Sahara occidental, qui, évidemment, ne peut pas être une solution définitive pour l'avenir du peuple sahraoui. Donc, nous avons, vous savez, des grands intellectuels en Algérie. Le marhoum Malek Ben Nabi parlait d'un Commonwealth islamique. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite avec le Pakistan sont en train de commencer à mettre en pratique ce Commonwealth islamique, notamment au niveau d'une sécurité commune. Car à défaut de faire comme les Européens un marché commun économique, à défaut de faire comme les Occidentaux la mise en place d'un OTAN militaire, peut-être qu'à cause de cette barbarie génocidaire de Netanyahou, il commence à y avoir une prise de conscience au sein des 57 États musulmans pour au moins essayer d'empêcher que ce génocidaire bombarde tour à tour chacun des pays musulmans, après Gaza, après le Liban, après la Syrie, après l'Iran, après le Qatar, qui sera le suivant. Nul n'est épargné. Nous avons des grands intellectuels, lisons-les s'il vous plaît, lisons-les et arrêtons nos caprices d'enfants gâtés. Nous venons à peine d'avoir depuis quelques décennies des États, mais des États qui ne sont pas capables d'assurer la sécurité de leur peuple ne méritent pas d'être des États. C'est la raison pour laquelle quand on ne peut pas se protéger seul, il faut se protéger dans une vision globale. Alors, je vais mentionner un slogan important d'un ancien président américain, Yes, we can, c'est un président musulman comme vous le savez, Barack Obama, son prénom en dit long, évidemment. Les Américains savent parler avec le oui, le nahnu, al arabiya, mais les Algériens ne savent pas fonctionner avec le nahnu. Les Algériens d'aujourd'hui, mais les Algériens de 54, comme vous le savez, les 6, les 22, ont entamé cette révolution glorieuse, car il y avait une vision collective, mais malheureusement, avec les décennies, nous nous sommes éloignés de cette vision collective qui est seule en mesure de nous apporter le succès
la liberté, le développement et la sécurité. Donc, j'aimerais demander aux musulmans qu'ils arrêtent d'être individualistes et qu'ils se mettent à fonctionner avec le paradigme du collectif, c'est-à-dire le oui, le nous, le nahnu. Donc, yes, we can. Je crois que les musulmans aujourd'hui, après cette tragédie de Gaza, ont la nécessité de jouer collectif. Car si nous ne jouons pas collectif, nous n'irons nulle part et nous disparaîtrons comme le président Saddam Hussein en Irak, comme la fuite terrifiante de Bachar al-Assad en Syrie, comme l'assassinat politique de Muammar Kadhafi en Libye. Bref, les exemples sont tellement nombreux, mais malheureusement, nous n'avons pas tiré les leçons de nos divisions, car nos divisions préparent notre cimetière. Mais encore faut-il pour cela qu'on mette fin au populisme. Le populisme est le cancer, je dis bien le cancer des gouvernements musulmans, et notamment le cancer de la communication du ministre actuel des Affaires étrangères en Algérie, M. Ahmed Attaf. Oui, je parle bien de cancer, car à l'entendre, à lire les communiqués, on a l'impression que la diplomatie algérienne est en train de réaliser des miracles. Mais je vous rappelle que la diplomatie algérienne a été exclue de la déclaration de New York. Et pourtant, nous faisons partie jusqu'au 31 décembre prochain du Conseil de sécurité des Nations Unies, parmi les 15, c'est vrai parmi les membres non permanents du Conseil de sécurité, mais nous avons un rôle à jouer. Au lieu de faire de la poésie, peut-être qu'il serait temps de faire de la véritable diplomatie, n'est-ce pas? Nous allons en parler. Nous allons en parler. Alors, comme je viens de vous le dire, aujourd'hui est un jour extrêmement important, grâce au président français Emmanuel Macron et grâce au futur roi d'Arabie Saoudite Mohammed Ben Salman. Pourquoi? Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais lisez, s'il vous plaît. Mais vous savez, j'ai eu la chair de poule toute la journée. Oui, la chair de poule. J'ai tardé à faire cette vidéo, car je n'en croyais pas mes yeux. Mais lisez, Londres, c'est l'Angleterre. Ottawa, le Canada, Canberra, l'Australie, reconnaissent l'État de Palestine. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Vous imaginez? Mais quel grand jour en ce dernier jour de l'été, premier jour d'automne. Mais quel grand jour, alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. J'aurais aimé que notre diplomatie soit à l'initiative de cette déclaration de New York, comme jadis en 1974. Lors de la 29e Assemblée générale des Nations Unies, c'était l'Algérie, la présidente de cette 29e Assemblée générale des Nations Unies. C'est l'Algérie qui a fait reconnaître l'OLP et qui ensuite a fait reconnaître à Alger la déclaration d'un État palestinien, plutôt la naissance d'un État palestinien, le 15 novembre 1988 à Alger, et ensuite en 2012 à l'ONU. L'État de Palestine avait été considéré, accepté comme membre, comme État observateur. Mais un marathon, ça dure plus de 40 kilomètres. À quoi ça sert d'accélérer au démarrage si à l'arrivée, nous ne soyons pas présents? Et c'est le drame de la diplomatie algérienne. Vous savez, la reconnaissance d'un État, ça demande beaucoup de temps. C'est comme un marathon. Il faut au moins 2 heures et 8 minutes, je crois, à peu près, pour courir un marathon. Mais quand vous accélérez trop au début, vous avez de fortes chances de ne pas être à l'arrivée parmi les vainqueurs. Et je crois que c'est ce qui est en train d'arriver. C'est ce qui est en train de se produire pour la diplomatie algérienne. La diplomatie algérienne a démarré en fanfare sur la question de la Palestine. Et aujourd'hui, on est presque à l'arrivée et nous sommes totalement absents. Oui, totalement absents. J'ai honte de le dire. Regardez. À l'ONU, ça c'est un document de l'ONU. Israël, Palestine, l'Assemblée générale tente de relancer la solution de 2 États avec 142 pays qui ont voté pour justement la reconnaissance des États. Et l'Algérie n'a été qu'un des 142 États. Mais nous ne sommes pas à l'initiative de cette formidable déclaration. C'est la France et l'Arabie Saoudite.
Nous faisons de la poésie à l'ONU. Nous ne faisons pas de la diplomatie. C'est beau la poésie, vous savez, pendant le Ramadan. Entendre de la poésie, c'est joli, mais quand il s'agit de plus de 70 000 Palestiniens qui viennent se faire massacrer depuis 2 ans, 1 million de personnes qui ont été expulsées, une famine qui touche 2,5 millions de personnes, on n'est plus au timing de la poésie, on est au temps de la vraie diplomatie, avec des diplomates chevronnés, avec une vision, avec du charisme, avec de la volonté, pas avec de la poésie. De grâce, pas avec de la poésie. Vous savez, c'est dur pour moi, pour nous en tant qu'Algériens, d'être obligés de saluer une initiative qui nous a échappé. Regardez, à une majorité écrasante, l'ONU soutient le futur État palestinien sans le Hamas qui a saboté les efforts diplomatiques du président Sir Abdelmajid Tebboune lorsqu'il a réalisé l'exploit en mois d'octobre 2022 de rassembler les 14 factions palestiniennes. On était à 2 doigts à ce moment-là de réussir un exploit, mais le Hamas a saboté les efforts diplomatiques du président algérien en prenant la responsabilité de cette attaque terroriste du 7 octobre 2023. C'est pour ça qu'on a été disqualifiés sur la question palestinienne, car on n'a pas osé condamner cette attaque. Vous savez, l'intelligence diplomatique aurait voulu qu'on soit fin, et c'est là où le ministre des Affaires étrangères algérien, M. Ahmed Attaf, porte une lourde responsabilité dans le désaveu de la diplomatie algérienne eu égard à la question palestinienne. Il aurait dû condamner l'attaque du 7 octobre en rappelant que le Hamas est un mouvement de résistance. Mais n'importe quel diplomate chevronné aurait pu formuler la problématique de cette façon. Oui, le Hamas est un mouvement de résistance, mais le 7 octobre, il a commis un acte terroriste. Cela permettait de préserver la qualité de mouvement de résistance au Hamas, car depuis des décennies, il résiste contre l'occupation israélienne, même s'il ne reconnaît pas l'État palestinien, tout en assumant que le 7 octobre, oui, c'était un acte terroriste, mais cela n'enlève en rien sa qualité de mouvement de résistance. Mais la diplomatie algérienne de Ahmed Attaf n'a pas été capable de formuler les choses de cette façon. Tout ce qu'il sait faire, c'est rédiger des communiqués sans odeur, sans saveur et inodeurs, mais qui n'ont aucun impact diplomatique, car il n'a pas de vision, il n'a pas de charisme, il n'a pas de philosophie diplomatique, car après 19 ans au chômage, entre 2004 et 2023, il ne sait plus faire de la diplomatie. Allah. Donc aujourd'hui, ce sont des jeunes. Oui, ce sont des jeunes qui font de la diplomatie. Quel âge ont-ils, ces hommes d'État, quels que soient leurs défauts, encore une fois, et ils ont beaucoup de défauts, et j'en ai parlé à plusieurs reprises. Mais quel âge ont-ils? Ils ont moins de 50 ans. Oui, moins de 50 ans. Mais oui, ils ont encore des années, des décennies à vivre. Donc ils voient loin. Mais regardez notre ministre des Affaires étrangères. Il est fatigué. Vous voyez bien qu'il est fatigué. Il est très fatigué. Mais on a besoin de jeunesse. Pas jeunes sans intelligence, sans vision, sans charisme. On a besoin de jeunes intelligents, brillants, qui n'ont pas peur de prendre un avion pour régler un problème dans un pays. C'est d'une tristesse. Je suis triste. Et c'est ces jeunes-là. Regardez, c'est pas beau. Londres, ancienne puissance mandataire de la Palestine. Vous savez que tout a commencé à cause de la déclaration anglaise de Balfour en 1917 qui reconnaissait un foyer national juif en Palestine. Vous savez que c'est sous l'égide de la Grande-Bretagne qu'il y a eu le partage de la Palestine le 29 novembre 1947. Donc Londres, l'Angleterre, porte une lourde responsabilité sur le drame que vit le peuple palestinien depuis déjà presque 8 décennies.
Et vous remarquerez, Londres, Ottawa, Canada, Canberra, l'Australien, ça fait partie de Commonwealth britannique. Ce sont des pays anglophones. Oui, oui, pays anglophones. Car que vous le vouliez ou non, Londres exerce un leadership moral. Je vous rappelle que le roi du Canada, c'est le roi britannique Charles. Le roi d'Australie, c'est toujours Charles d'Angleterre. Et oui, ils ont le même roi, bien que ces pays soient indépendants. Mais c'est le français Emmanuel Macron qui a réussi à les convaincre. Oui. Alors, je vais vous citer quelques phrases. Les déclarations, par exemple, du Canada. Écoutez-moi bien. Emmanuel Macron prononcera un discours par lequel il formalisera cette reconnaissance lundi, c'est-à-dire lundi 22, vers 15h, 21h à Paris. Lors de cette conférence qu'il co-présidera avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, ce dernier, aux dernières nouvelles que nous avons, interviendra en visioconférence, a-t-on expliqué de sources françaises. Je continue. Vous savez, je souffre. Je souffre parce que normalement, qui aurait dû co-présider cette conférence sur la reconnaissance de l'État palestinien? Mais c'est l'Algérie. Mais bien sûr que c'est l'Algérie. Mais où elle est l'Algérie là? Elle est où? Dites-moi où elle est. Où est-elle l'Algérie? Où est-elle la diplomatie algérienne? Est-ce qu'il dit c'est Ahmed Attaf qui va co-présider cette conférence où 10 nouveaux pays vont être présents pour reconnaître l'État palestinien? Ya Rabb al-Karim. Ahmed Attaf, je vais en parler. Je crois qu'il a des petits problèmes avec le Mali. Voilà. Il est occupé avec le Mali. Il n'a pas le temps de s'occuper de la Palestine avec 150 pays. Bon, on va en parler. Il est occupé avec le Mali, Ahmed Attaf. Voilà. Il est occupé avec le Mali. Aïe, aïe, aïe. Quelle dégradation, quelle déflagration, quelle descente aux enfers de la diplomatie algérienne. Revenons au Canada. Le Canada ouvre le bal, suivi de l'Australie et le Royaume-Uni. Regardez, lisez, s'il vous plaît, lisez. Je suis ému aujourd'hui, ému, très content et très en colère, très triste pour notre pays. Alors, quelle est la déclaration du Premier ministre canadien, M. Mark Carney? Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez. Ah, donc, dimanche après-midi, il a reconnu l'État palestinien et il a dit: le gouvernement israélien actuel s'emploie méthodiquement à empêcher la création d'un État palestinien. Continue le texte. Il poursuit une politique incessante d'expansion des colonies en Cisjordanie, illégale au regard du droit international, comme la reconnaissance du Sahara occidental par le président Macron le 30 juillet 2024. Son assaut, c'est-à-dire l'assaut de Netanyahou, son assaut incessant contre Gaza a tué des dizaines de milliers de civils, déplacé plus d'1 million de personnes et provoqué une famine dévastatrice et évitable en violation du droit international. À 2 reprises, il a utilisé le droit international. La politique avouée du gouvernement israélien actuel est désormais: il n'y aura pas d'État palestinien. Vous voyez, c'est clair, c'est net, et ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Waouh! Passons à l'Australie maintenant. Grand pays, vous le savez, 3 fois et quelques l'Algérie. L'Australie a également officiellement reconnu la Palestine comme État souverain, alhamdoulillahi rabbil alamin, devenant ainsi l'un des plus de 150 pays à le faire. Plus de 150 pays à le faire. Quel plaisir, quel plaisir. Cette décision, annoncée en août dernier, est devenue officielle dimanche par une déclaration conjointe du Premier ministre Anthony Albanese et de la ministre des Affaires étrangères Penny Wong. L'Australie reconnaît les aspirations légitimes et de longue date du peuple palestinien à un État qui lui soit propre, ont déclaré les 2 hommes.
quel plaisir, quelle émotion, quelle satisfaction. L'acte de reconnaissance aujourd'hui reflète l'engagement de longue date de l'Australie en faveur d'une solution à 2 États. Une solution à 2 États. N'oublions jamais de le rappeler, une solution à 2 États, qui a toujours été la seule voie vers une paix et une sécurité durable pour les peuples israéliens et palestiniens. Maintenant, passons au poids lourd. Le poids lourd, vous savez, c'est qui? C'est l'Angleterre. L'Angleterre, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Angleterre fait partie des 5 qui ont le droit de veto. Amérique, États-Unis, Chine, Angleterre et France. Donc, c'est très important, car jusqu'à maintenant, il y avait la Chine, l'URSS, qui avait reconnu un État palestinien, mais maintenant, on a 2 poids lourds des pays occidentaux. Vous avez l'Angleterre et la France. Il restera plus que les États-Unis d'Amérique. Il y aura Washington et le monde. Le monde entier va reconnaître l'État palestinien. Il ne restera plus que Washington. Et c'est là où la diplomatie algérienne, lorsque le ministre des Affaires étrangères actuel, Ahmed Attaf, sera limogé, puisqu'il n'a pas l'audace de démissionner, peut-être qu'on pourra réussir à convaincre Washington, mais encore faut-il avoir un vrai ministre, pas quelqu'un de fatigué, vous voyez. Vous savez, moi, j'ai pas de problème, moi, avec les personnes âgées qui sont fatiguées, mais quelqu'un qui est âgé, fatigué, qui n'a pas le courage de prendre un avion, ou qui n'a pas le réseau, le charisme ou l'intelligence, ben, il doit laisser sa place. Ben oui, c'est comme ça. Alors, passons à l'Angleterre. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a annoncé la reconnaissance par le Royaume-Uni d'un État palestinien. Waouh, waouh, waouh. 3 fois waouh. Je cite, aujourd'hui, pour raviver l'espoir, vous croyez qu'Ahmed Attaf est capable de raviver l'espoir? Pour raviver l'espoir de paix et d'une solution à 2 États, je déclare clairement, en tant que Premier ministre de ce grand pays, que le Royaume-Uni reconnaît officiellement l'État de Palestine, a-t-il déclaré dans une vidéo. Écoutez, vous savez, quand je lis un texte pareil, je mesure la profondeur, l'importance et la gravité de cette déclaration, et surtout je mesure l'espoir qu'elle va faire naître pour ce peuple palestinien qui a été totalement oublié par le monde musulman depuis 7 décennies. Oui, je pèse mes mots. Le monde musulman a complètement oublié le peuple palestinien. Alors tout le monde utilise la cause palestinienne, tous les États, tous les chefs d'État utilisent la cause palestinienne. Mais combien d'armées musulmanes, je dis bien combien d'armées musulmanes ou arabes, comme vous voulez, ou berbères, ou coptes, ou kurdes, se sont battues en dehors de 1948-1973 pour sauver le peuple palestinien, faire en sorte qu'il devienne un vrai État? Ouais, l'eau, nada. Ça fait mal, non? Et aujourd'hui, le peuple palestinien attend le salut de la France, de l'Angleterre, de l'Australie, du Canada pour exister, pendant que nous nous chamaillons avec le Mali. Voilà, on va y arriver au Mali. Nous, on se chamaille comme des enfants gâtés avec le Mali, avec le Maroc, avec un peu la Libye. Voilà, on se chamaille. Voilà, comme des petits enfants dans une cour de récréation, pendant que les grands pays, eux, travaillent. Oui, les grands pays travaillent, parce qu'ils ont des grandes diplomaties. Comme nous, à l'époque, nous avions une très, très grande diplomatie. Autant de feu Sharif Gellal, autant de feu Mohamed Siddiq Ben Yahya, autant de feu Sidi Ahmed Ghazali, Rabbi Yarhamoum, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Mais aujourd'hui, regardez ce que fait. Regardez ce qui se passe en ce moment. Pendant les grands de ce monde, demain, vont annoncer la reconnaissance de l'État palestinien. Regardez, M. Ahmed Attaf, regardez, il est en train de tourner en rond avec le Mali, avec un gouvernement militaire qui a pris le pouvoir par la force. Regardez avec quoi on perd notre temps. Regardez, je cite Le Monde Afrique. La Cour internationale de justice confirme avoir reçu une requête du Mali contre l'Algérie.
Oh là 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 là, oh là là, quelle dégradation, quelle déflagration, quel suicide de la diplomatie algérienne. Maintenant, le Mali porte plainte contre l'Algérie. Oh là 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 là, le Mali, oh le Mali. Mais j'aime beaucoup le Mali. J'aime beaucoup, je vous ai dit, j'étais reçu vraiment, oh là là, royalement par notre frère malien, monsieur Ousmane Diarra, un grand écrivain malien à Bamako, c'était en septembre, il y a 2 ans, septembre 2023. Oui, c'est un peuple très chaleureux, mais il a peur de prendre l'avion, Ahmed Attaf, pour discuter d'homme à homme avec le Mali, là. Non, il envoie des petits communiqués, là, comme avec Paris, là. Tout ce qu'il sait faire, c'est des petits communiqués, pendant que les vrais hommes, ils sont à l'ONU en train de travailler, en train d'aider à la cause palestinienne, pour qu'un État palestinien puisse vivre le jour. Nous, on a un ministre qui, à partir d'Alger, il tapote, là, il demande à sa secrétaire de faire un communiqué, au lieu de prendre l'avion, discuter d'homme à homme avec le Mali. Regardez ce que fait le Mali maintenant. La Cour internationale de justice confirme avoir reçu une requête du Mali contre l'Algérie. Waouh! Elle confirme. Je ne sais pas, j'ai cru qu'il y a quelques jours, notre grand ministre des communiqués de presse, parce que je vais l'appeler ministre des communiqués de presse, parce que c'est tout ce qu'il sait faire, il a peur de prendre l'avion. Il a dit, donc Attaf, c'est ce qui a marqué, hein, moi j'aurais dit Ahmed Attaf, mais c'est pas grave. Monsieur Ahmed Attaf, vous savez, j'ai pas de problème avec l'homme, hein, j'ai un problème avec ses compétences diplomatiques, vous avez compris, les faits sont là pour l'attester. Ahmed Attaf dément l'existence d'une plainte du Mali contre l'Algérie auprès de la Cour internationale de justice. Ben, je ne sais pas, il faut savoir. Monsieur Ahmed Attaf, il y a une plainte ou pas? Parce qu'apparemment, vous avez dit qu'il n'y en a pas. Regardez, il n'y en a pas. Là, c'est Maghreb émergent. Monsieur Ahmed Attaf dément l'existence d'une plainte du Mali contre l'Algérie auprès de la Cour internationale de justice. Et il n'y a pas longtemps pourtant. 13 septembre. Voilà, c'est la Cour internationale de justice. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, notre grand ministre des communiqués de presse? Le ministre algérien des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, a affirmé samedi, donc je pense que c'était le 12, qu'aucune plainte officielle n'avait été déposée par le Mali contre l'Algérie auprès de la Cour internationale de justice, et ce malgré l'annonce faite par Bamako le 4 septembre. Selon lui, aucune procédure formelle n'a été engagée et la CIG n'a pas été saisie. Puis moi, vous savez, je vous ai montré la preuve. J'étais sur le site, la page Facebook officielle du ministère des Affaires étrangères malien. Je vous ai apporté la preuve que le Mali avait vraiment déposé, en tout cas, c'est ce qu'avait déclaré le gouvernement de transition, une plainte auprès de la Cour internationale de justice. Ben, il n'y avait aucune ambiguïté, regardez. Tamponné et tout, il y avait tout, quoi, regardez. Tamponné, tout ce qu'il faut, regardez. Et je vous l'ai déjà montré. Vous savez, je ne parle jamais sans preuve, vous me connaissez. Moi, je vérifie les informations. Je ne parle pas dans le vide. Voilà. Parce qu'il faut respecter l'opinion publique algérienne. Il y a 47 millions d'Algériens. Il faut les respecter. Vous savez, Chabaouia, ça va 5 minutes. Le populisme, ça va 5 minutes. Là, on parle des relations avec nos voisins. Ils seront nos voisins jusqu'à la fin du monde. Vous êtes au courant? Je poursuis. Interrogé sur une prétendue plainte malienne, ok? Monsieur Attaf a opposé un démenti catégorique, waouh, qualifiant l'information d'infondée. Waouh, ça c'est de la diplomatie, hein, du très haut voltige. Hein. D'habitude, virgule, je suis très réticent à commenter ce genre de rumeurs. Rumeur, a-t-il dit. Rumeur, la Cour internationale de justice confirme la plainte. Galek, rumeur. Regardez le niveau de la diplomatie d'Ahmed Attaf. Galek, d'habitude, je suis très réticent à commenter ce genre de rumeur, a-t-il déclaré en marge d'un point de presse. Bah oui, il était bien, costume, cravate, avec tous les journalistes en face de lui. Pharaon parle. Et bien sûr, on doit croire sur parole ce que dit le pharaon Attaf. Quand, quelques jours après, la Cour internationale de justice a confirmé un dépôt de plainte. Je poursuis. Mais puisque vous me posez la question, c'est lui qui parle, hein. C'est Pharaon Attaf. Je vous invite à vérifier vos sources. 2 petits points. La Cour internationale de justice n'a jamais été saisie dans cette affaire. Waouh, waouh, waouh. Regardez, lisez s'il vous plaît, lisez.
Là, c'est la déflagration de la diplomatie algérienne. Regardez, là, normalement, c'est la démission immédiate. La démission immédiate. Lisez, s'il vous plaît, lisez. Mais puisque vous me posez la question, dit-il, je vous invite à vérifier vos sources. 2 petits points. La Cour internationale de justice n'a jamais été saisie dans cette affaire. Il rajoute, ah oui, il persiste et signe. Le chef de la diplomatie algérienne a précisé qu'aucune requête introductive d'instance, c'est le terme qui avait été utilisé par le communiqué officiel du gouvernement de transition malien le 4 septembre dernier. Donc, il précise qu'aucune requête introductive d'instance, selon le jargon juridique de la Cour, n'avait été enregistrée. Et en plus, il s'est permis de dire, vous pouvez très facilement appeler les services de la Cour internationale de justice. Il n'y a absolument aucune saisine. Vous savez, si on n'avait pas eu des grands diplomates par le passé, si par le passé, on nous avait habitués à des mensonges publics, on aurait dit, on a l'habitude, mais les diplomates algériens, lorsqu'ils ont fait libérer, lorsque feu Mohamed Seddiq Ben Yahya, ancien ministre des Affaires étrangères algérien, arrive à faire libérer, chose qu'aucun pays dans le monde n'avait réussi à faire, 52 diplomates américains, otages à l'ambassade américaine à Téhéran, en janvier 1981, c'était pas des foutaises, c'était pas des mensonges publics comme celui de Pharaon Attaf, c'était de la réalité. L'Algérie, la diplomatie algérienne, le ministre des Affaires étrangères, Marhoum Mohamed Seddiq Ben Yahya, a vraiment fait libérer, grâce à une diplomatie d'excellence, 52 diplomates américains otages pendant 444 jours à l'ambassade américaine à Téhéran. C'était pas des paroles en l'air, c'était réel. Aucun pays dans le monde entier n'avait réussi à réaliser cet exploit. Et pourtant, les États-Unis avaient demandé à de nombreux pays, mais tout le monde avait échoué. Seule la diplomatie algérienne avait réussi. Et regardez comment le ministre algérien des Affaires étrangères est en train d'humilier, de salir la réputation de la diplomatie algérienne avec ses déclarations à l'emporte-pièce, avec une arrogance, une fierté, une suffisance qui font honte à notre pays, à notre État, à nos institutions et à notre diplomatie. Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant notre ministre des Affaires étrangères, spécialiste des communiqués de presse, puisque la Cour internationale de justice a confirmé qu'il y avait une plainte? Il va faire quoi? Comment il arrive à se regarder en face dans un miroir, ce ministre? Vous croyez qu'il a la noblesse de dire je vais démissionner parce que j'ai dit des conneries, j'ai dit des bêtises devant tous les médias, et en plus ça a été repris partout? Ou alors il faudra vraiment le limoger? Il faudra vraiment que le Premier ministre lui dise écoute, là vraiment t'as gaffé, là j'ai pas d'autre choix que de que tu présentes ta lettre de mission. Vous croyez? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Behdelna, choufou, behdelna, behdelna. Pendant que les grands de ce monde vont parler des choses sérieuses, ils vont parler de la reconnaissance de l'État palestinien, et nous avons un ministre des Affaires étrangères qui est en train de nous ridiculiser. Regardez les grands de ce monde. Ils font des choses sérieuses. Ils font des choses nobles. Ils se chamaillent pas avec le Mali, voyons. Le Mali, c'est un petit problème par rapport au dossier palestinien. Mais va prendre l'avion. L'État algérien te met à disposition un avion. Va prendre l'avion. Moi, j'ai pris l'avion pour aller à Bamako. On n'est pas capable de prendre l'avion et de discuter d'homme à homme avec le ministre des Affaires étrangères du Mali. Wesh kayen. Tbehdila, shba'adna tbehdila. Les mensonges à répétition, il y en a marre. Il y en a marre. C'est insultant. Mais c'est insultant. Regardez, des relations dégradées entre le Mali et l'Algérie. Après, on va dire, oh, la diplomatie algérienne, waouh, c'est magnifique. Mais quelle magnifique. Mais quelle magnifique, la Wallo. C'est le ridicule. Et heureusement que le ridicule ne tue pas, mais c'est honteux. C'est honteux de laisser notre pays être sali comme ça, dans les médias du monde entier,
à cause d'un homme incompétent, un homme médiocre, un homme faible, sans charisme, sans vision, sans énergie. وراك يا ودي قدم الاستقالة تاعك وخلونا نديروا لنا واحد وزير اللي عنده وزير شؤون خارجية، وزير شؤون إفريقية، وزير الجالية اللي عنده النيفو، اللي عنده مستوى. ما عندكش المستوى يا وراه المستوى تاعك. المالي راه يضحك علينا، وراه المستوى وراه المستوى. Alors maintenant que c'est officiel, parce que il y a pas que le monde Afrique qui le dit. Hein. Vous croyez qu'il y a que le monde Afrique qui a confirmé? Mais non, c'est dans les médias du monde entier. Même les médias algériens, ben évidemment, ils ont été obligés de constater que le ministre des Affaires étrangères a menti. Ben oui, c'est un mensonge. Vous vous rendez compte? À son âge, il ment comme ça devant 47 millions d'Algériens, devant tous les pays africains. Il y a 55 pays africains. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser, les 54 autres pays africains, quand ils voient que le ministre des Affaires étrangères du pays des millions de shahid est un menteur? Mais ils vont dire quoi? Elle est où notre crédibilité? Regardez TSA, tout sur l'Algérie. Plainte devant la Cour internationale de justice, CIJ. L'Algérie fustige, c'est-à-dire j'ai cru qu'il n'y avait pas de plainte. L'Algérie fustige, regardez, fustige, c'est bien ça, hein? Fustige la junte militaire au Mali. Oh là là, bah tout d'un coup, maintenant, ça devient des insultes. C'est ça la diplomatie, on fustige la junte militaire au Mali. Donc quand on n'est pas capable de faire de la diplomatie, tout d'un coup, on commence à sortir les invectives. C'est ça, hein? Donc le niveau de la diplomatie algérienne, maintenant, c'est le niveau Ta'al-Qahwa. C'est niveau, comment on dit déjà? Niveau Ta'al-Qahwa. C'est quoi l'expression déjà? Qahwaji, c'est ça, diplomatie Ta'al-Qahwaji. Regardez, mais c'est la catastrophe. Attendez, il y a 54 autres pays africains qui lisent, hein, qui lisent. Ça fait la moitié de l'Afrique est francophone, l'autre moitié est anglophone. Vous savez, maintenant sur Google, vous mettez Translate, traduction, et ils lisent. Hein. L'Algérie, plus grand pays d'Afrique, fustige la junte militaire au Mali. Ah, maintenant, ça s'appelle la junte militaire. Mais à quoi ça sert d'avoir un ministre des Affaires étrangères et des Affaires africaines si c'est pour se comporter comme un Ahwadji, comme un... Et pourtant, j'ai beaucoup de respect pour les serveurs dans les cafés, parce que c'est quand même agréable d'être bien servi quand on est dans un café. Mais là, c'est pas le niveau d'un ministre, ça. Est-ce que vous avez vu la paye du ministre des Affaires étrangères? Vous croyez que le peuple algérien paye un ministre pour fustiger, pour parler comme ça, pour envenimer les relations avec nos voisins? Vous savez, vous connaissez le Coran al-Karim, vous connaissez les hadiths. Au bout de 40 jours, un voisin, c'est comme un frère, il fait partie de la famille. On n'insulte pas un voisin, parce que c'est de la famille. Même si on est en désaccord, on prend l'avion. Voilà, on prend l'avion et on discute d'homme à homme. On ne fustige pas à travers des communiqués. C'est indigne de l'Algérie. Vous croyez que feu Mohamed Siddiq Ben Yahya aurait fustigé la junte militaire au Mali? Vous savez qu'en 81, en mai 80, il a échappé un on va dire accident d'avion, en arrivant presque à Bamako. Et vous savez que pendant 8 ou 9 mois, il était hospitalisé. Il a échappé de peu à la mort avec l'ensemble des personnes qui l'accompagnaient. Et c'est 1 an après, toujours dans cette fois-ci un attentat qui a visé, avec 2 missiles qui ont visé son avion, qu'il n'a pas pu échapper cette fois-ci avec toutes les personnes qui l'accompagnaient, le pilote et les membres d'équipage. Donc, on ne dit pas n'importe quoi en diplomatie. Vous croyez que le grand homme feu, Mohamed Siddiq Ben Yahya, aurait parlé comme ça du Mali? Quand bien même nous serions indifférents, et c'est le cas depuis l'affaire du drone. On ne parle pas comme ça. Même si eux parlent comme ça, nous on doit monter le niveau. طلع النيفو شوية, طلع المستوى يا سيد الوزير. ما تبهدلناش كيما عيب, على بالك بلي عيب. Alors, je cite, le ministère algérien des Affaires étrangères a réagi ce vendredi, c'est-à-dire
il y a 2 jours, à la requête introductive d'instance déposée par le Mali auprès de la Cour internationale de justice, CIJ. Alors qu'il avait dit que c'était un mensonge. Cette plainte, prétendument introduite le 4 septembre par Bamako, reproche à l'Algérie d'avoir abattu le 1er avril dernier, c'était pas un poisson d'avril, près de Tinzawatan, à l'intérieur du territoire algérien, un drone appartenant aux forces maliennes. Très bien, donc l'Algérie s'est déjà exprimée, elle a dit que c'était en territoire algérien, et si le Mali a des preuves que c'était en territoire malien, bah, il suffit de les donner aux autorités internationales compétentes, n'est-ce pas? Les autorités idoines. Et donc, ce vendredi, donc, le ministère algérien des Affaires étrangères rappelle avoir démenti l'existence de cette plainte le 13 septembre lors d'une conférence de presse animée par Ahmed Attaf à Alger. Selon le MAE, donc le ministre algérien des Affaires étrangères, ce n'est en vérité que le 16 septembre que Bamako s'est résolu à déposer cette requête, une date confirmée par le CIG dans un communiqué publié ce vendredi. Donc maintenant, le ministère des Affaires étrangères algérien se comporte comme un huissier. Écoutez, c'était pas le 4 septembre, hein, ce n'est que le 16, hein, il y a un tampon d'huissier, hein, c'est ça, hein. Tberdila. Je savais pas que le ministère des Affaires étrangères, la philosophie d'un ministre des Affaires étrangères, c'était celui d'être un huissier. C'est les huissiers qui se disent, ah, attention, oh là là, la date n'est pas la bonne, hein. Non, attention, hein. Le 4, il n'y avait rien, le 13, il n'y avait rien, c'est que le 16, hein. Mais, Habibi, excusez-moi de cette familiarité, c'est des loisirs. Vous avez un communiqué officiel, c'est un État qui parle, hein, c'est un gouvernement de transition. Quelles que soient les critiques qu'on peut formuler à l'égard de ce gouvernement de transition, à partir du moment où qu'il publie sur la page officielle du ministère des Affaires étrangères un communiqué tamponné, signé tamponné, où il dit qu'il a présenté une requête à la Cour internationale de justice, mais il ne faut pas l'insulter. On n'insulte pas un gouvernement de transition d'un pays voisin, quels que soient les reproches qu'on a à son égard. Je dis bien, quels que soient les griefs qu'on a à formuler à son égard. C'est un État souverain, même si le gouvernement en place aujourd'hui est arrivé par la force. On doit respecter, même si c'est un gouvernement arrivé au pouvoir par la force. Oui, on doit le respecter. Vous avez un tampon, vous avez une signature, vous n'avez pas insulté ce gouvernement-là. Encore une fois, quels que soient les griefs que l'on a à l'encontre du gouvernement de transition libyen, car la teneur de ce communiqué est une insulte à l'Algérie, car il compare l'Algérie à un État terroriste. Ça, je suis totalement d'accord. C'est inadmissible et j'ai fait une vidéo où j'ai condamné, j'ai dénoncé ce communiqué de presse. Mais il ne faut pas dire qu'il n'existe pas. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de plainte. C'est pas ça la diplomatie. Vous n'êtes pas un huissier, vous êtes un ministre des Affaires étrangères. Donc vous avez un problème avec un voisin, vous prenez votre avion. C'est l'Algérie qui paye. C'est l'État algérien qui paye, c'est le peuple algérien. Vous prenez l'avion et vous discutez avec votre ministre des Affaires étrangères du Mali. Vous ne vous amusez pas à faire des communiqués ou des points presse en insultant comme ça les gens à distance. C'est indigne de la diplomatie algérienne. Donc, ceci étant précisé, regardez ce qu'a dit le communiqué algérien, qui a été obligé de tenir compte du fait que cette plainte existe, qui a été communiquée officiellement, publiquement, devant la terre entière, le 4 septembre 2025, à l'occasion de l'ouverture de la foire intra-africaine du commerce. Normalement, M. Ahmed Attaf, il appelle son homologue malien, il lui dit, écoute, il faut qu'on discute. Ou bien à Alger, ou bien à Bamako, ou bien dans un pays neutre. Mais on ne s'amuse pas à faire des points presse, costumes, cravates, devant les journalistes, bien sûr, qui ont cru le ministre, évidemment. Si le ministre part, il ne va pas mentir. Regardez maintenant, il est obligé de passer à l'invective. Alors, je vais quand même vous lire le communiqué officiel de M. Ahmed Attaf, qui paye une fortune à rédiger des communiqués au lieu de prendre son avion, payé par l'État algérien, le peuple algérien, pour régler le problème. Il n'est pas payé pour créer des problèmes, il est payé pour résoudre des problèmes. N'est-ce pas? Ça sert à ça, un ministre des Affaires étrangères. C'est faire en sorte que ça ne déborde pas.
On va pas laisser les choses s'envenimer comme elles se sont envenimées avec le Maroc, avec la France, avec l'Espagne, etc., etc. Ça suffit, quels que soient les griefs que l'on a à l'encontre de ces pays, que les choses soient claires. D'ailleurs, l'Algérie n'a pas saisi la Cour internationale de justice contre la France lorsque la France a reconnu la marocanité du Sahara occidental. Elle aurait dû, non, n'est-ce pas? Bon, fermons la parenthèse. Bismillah. Communiqué du 19 septembre, il y a 2 jours. Le gouvernement malien a annoncé avoir déposé le 4 septembre 2025 une requête introductive d'instance contre l'Algérie auprès de la Cour internationale de justice. À l'occasion de la conférence de presse qu'il a animée le 13 septembre courant, le ministre d'État, s'il vous plaît, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger, des Affaires africaines, a démenti cette allégation. Très bien. Mis face à cette déclaration mensongère, les autorités maliennes se sont résolues à déposer cette requête le 16 septembre courant, comme annoncé aujourd'hui par le communiqué émanant de la Cour internationale de justice. Vous avez entendu? Mis face à cette déclaration mensongère, les autorités maliennes se sont résolues à déposer cette requête le 16 septembre courant. Donc, en clair, qu'est-ce qu'il est en train d'avouer, le ministre des Affaires étrangères algérien? Que s'il n'avait pas réagi devant un point presse, les autorités maliennes n'auraient jamais déposé cette requête à la Cour internationale de justice. Vous entendez? Il le dit clairement, mais je crois qu'il n'est pas conscient de ce qu'il a écrit. Il est en train de dire que s'il n'avait pas fait, lui, un point presse le 13 pour ridiculiser le Mali, jamais les autorités maliennes n'auraient effectivement déposé cette plainte à la Cour internationale de justice, car elle vient de le confirmer le 16 septembre. Donc c'est à cause de cette déclaration intempestive, irréfléchie et inconsciente de notre ministre des Affaires étrangères que les Maliens, ils ont dit « Ah, puisqu'il est en train de se moquer de nous, eh ben on va lui déposer la requête. » Vous vous rendez compte de la gravité? Vous vous rendez compte de l'amateurisme? Vous vous rendez compte de l'inconscience de notre ministre des Affaires étrangères? Vous savez lire comme moi, vous savez analyser, vous savez décrypter. En clair, à lire le communiqué. Finalement, quand nos frères maliens ont publié ce communiqué le 4 septembre, finalement c'était un appel à la discussion, une invitation à la discussion, méthode africaine. Mais pour ça, il faut comprendre la mentalité africaine. Vous savez, les Africains ne sont pas des cartésiens, ils sont de tradition orale. Vous le savez que l'Afrique, c'est l'oralité qui prime, c'est pas l'écrit. Donc, peut-être que ce communiqué insultant, encore une fois, à l'égard de l'Algérie, car il considère que l'Algérie est un État terroriste qui soutient les terroristes au Mali, peut-être c'était une invitation au dialogue, à la discussion. Mais notre ministre des Affaires étrangères algérien, par une espèce de suffisance, d'arrogance et de manque de diplomatie, a préféré ridiculiser le Mali plutôt que de prendre son avion et discuter d'homme à homme avec les autorités maliennes. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a un manque d'intelligence chez ce monsieur, il y a un manque d'intelligence. Il n'est pas intelligent. En tout cas, il est peut-être intelligent pour s'habiller, mettre costard, cravate. Il est peut-être intelligent pour taper sur ordinateur un communiqué, mais il n'est pas intelligent pour faire de la diplomatie, encore moins pour représenter la diplomatie algérienne, qui est le premier pays d'Afrique, le plus grand pays d'Afrique. Quand on est grand, on doit être grand à tous les niveaux. Au niveau de la forme, au niveau du fond, et on doit toujours respecter ses interlocuteurs, quand bien même nos interlocuteurs ne nous respecteraient pas. Ça, c'est une tradition coranique, et vous le savez. Donc, reprenons ce communiqué amateur de notre ministre des Affaires étrangères, si vous le voulez bien. Le ministère des Affaires étrangères constate un paradoxe saisissant à propos de la démarche malienne. Ce paradoxe réside dans le fait de voir la junte malienne. Déjà, on ne parle pas comme ça. On ne dit pas la junte malienne. Ça, c'est les Français qui parlent comme ça. Quand ils disent le régime algérien, la junte algérienne.
on n'utilise pas les éléments de langage de l'État colonial français. C'est insultant. C'est insultant. Ça veut dire quoi la junte malienne? Et vous croyez qu'en 65, lorsque Houari Boumediene, feu Houari Boumediene, a fait le coup d'État le 19 juin 1965, c'était pas une junte aussi? Il faut respecter. Il faut respecter nos interlocuteurs. Car avec ce type de communiqué, là, vous pouvez être sûr que vous avez 25 millions de Maliens contre nous. On ne parle pas comme ça. Un gouvernement, même si lui est insultant, encore une fois, il faut être plus grand que lui, voyons. Regardez, vous m'avez déjà entendu insulter qui que ce soit? Pourtant, j'ai été insulté de tous les noms. Vous le savez. Non, je reste calme. Je réponds avec des mots précis, des mots clairs, certes, des mots forts, mais je reste respectueux. Donc, ce paradoxe réside dans le fait de voir la junte malienne qui a foulé aux pieds la légalité et l'ordre constitutionnel dans son pays. Je vous rappelle qu'il a repris mes éléments de langage en dehors de junte malienne. Moi, j'avais dit, ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir par la force. Donc, M. Ahmed Attaf, il faut payer les droits d'auteur, parce que c'est mon discours, ça, vous le savez. Donc, je reprends. Ce paradoxe réside dans le fait de voir cette junte malienne. Il n'aurait jamais dû écrire junte malienne. Il fallait dire le gouvernement de transition malien. Car c'est comme ça. C'est comme ça qu'il se présente. Il ne faut pas insulter nos voisins. Jamais. En plus, ce sont des musulmans. Donc, le fait de voir cette junte malienne qui a foulé aux pieds la légalité, l'ordre constitutionnel dans son pays, se soucier du droit qu'elle méprise au plan interne et auquel elle prétend faussement s'attacher au plan international. Donc ça, c'est exactement mon discours d'une vidéo que j'ai publiée il y a 9 jours. Sauf le mot junte. J'ai dit gouvernement de transition avec des militaires qui ont pris le pouvoir par la force et la violence. Je poursuis. Le ministère des Affaires étrangères constate également que cette même junte, ça fait 2 fois, vous vous rendez compte? 2 fois. Cette même junte a mené le Mali au désastre politique, économique et sécuritaire. Ça, c'est pas notre problème. Ça s'appelle de l'ingérence. Qu'elle est elle-même l'instigatrice d'une banqueroute morale. C'est pas à nous de juger, c'est au peuple malien de juger. Sa démarche auprès de la Cour internationale de justice procède manifestement d'une tentative d'instrumentalisation de cet auguste organe judiciaire des Nations Unies dans une tentative désespérée de recherche de bouc émissaire qui l'exonérerait de ses responsabilités dans la tragédie qu'elle inflige aux Maliens, aux Mali frères. Ça, c'est pas à vous de juger non plus. Si le Mali veut saisir la Cour internationale de justice, c'est un pays souverain, il fait ce qu'il veut. Ensuite, à nous de décider de jouer le jeu ou pas. Je poursuis. Cette manœuvre est trop grossière pour être crédible. C'est pas à nous d'en juger encore une fois. L'Algérie ne se rendra pas complice et en dénonce le caractère éhonté. Ah, donc ça veut dire que l'Algérie ne veut pas poursuivre cette opération judiciaire que le Mali a décidé d'entamer auprès de la Cour internationale de justice. Très bien. L'Algérie a une très haute idée du droit international, tout comme elle voue un profond respect pour la Cour internationale de justice. Elle a le devoir de ne pas permettre qu'il fasse l'objet d'une diversion autant avérée que dérisoire. L'Algérie notifiera en temps opportun à la Cour internationale de justice son refus de cette procédure manœuvrière. Bon, apparemment maintenant, le ministre des Affaires étrangères algérien reconnaît qu'il y a une plainte. Alors maintenant, je vais vous dire pourquoi l'Algérie refuse. Et est-ce qu'elle a le droit de refuser? Eh bien, bismillah. Bismillah, bismillah. Il faut que vous sachiez une chose. Quand un pays saisit la Cour internationale de justice contre un autre pays, pour que cette Cour internationale de justice puisse commencer à faire son travail, pour parler familièrement, il faut l'accord du deuxième pays, du deuxième État. Un seul État ne suffit pas à faire intervenir la Cour internationale de justice concernant ou bien un problème frontalier ou un problème de traité de quelque nature que ce soit. Donc il faut l'accord des deux. C'est un peu le même problème pour les accords d'Évian. Vous savez que les accords d'Évian et l'accord de 1968 sur la circulation des Algériens en France. Vous savez que le ministre de l'Intérieur français veut remettre en cause ces accords de 1968, mais à partir du moment où c'est un traité, la France ne peut pas
dénoncer ce traité sans l'accord de l'Algérie. Donc il faut être deux pour dénoncer un accord de cette nature. Et c'est exactement le même cas pour le Mali. Le Mali ne peut pas saisir, plutôt, le Mali peut saisir la Cour internationale de justice, mais pour que la Cour internationale de justice puisse commencer à étudier le litige ou la plainte, il faut l'accord de l'État attaqué, c'est-à-dire l'Algérie. Donc l'Algérie a été intelligente sur le plan du droit, en disant, moi, je refuse que la Cour internationale de justice traite ce litige. C'est son droit, c'est ce que dit le droit international. Mais l'Algérie aurait très bien pu exprimer son refus sans tomber dans une présentation des choses qui est plutôt coutumière des gens sans culture et sans noblesse que habituellement observable chez des grands diplomates. L'Algérie a très bien pu faire un communiqué très formel, très précis, très clair, en s'appuyant sur le droit, pour dire qu'elle refuse que la Cour internationale de justice traite ce litige avec le Mali. Voilà, tout simplement, sans traiter le gouvernement de transition malien de junte militaire, sans manquer de respect au peuple malien. C'est ce qu'on appelle manquer de tact, manquer de délicatesse, manquer d'intelligence diplomatique. Et en mon nom propre, en tant que citoyen algérien, je présente mes excuses au peuple malien si ce communiqué l'a heurté dans son âme, dans son cœur et dans sa fraternité à l'égard du peuple algérien. Donc, en tant que citoyen algérien, je présente mes excuses au peuple malien, pas au gouvernement de transition malien, car il a été insultant à l'égard de l'Algérie. Mais je présente mes excuses de citoyen algérien à l'égard du peuple malien qui aurait pu se sentir offusqué, heurté par ce communiqué qui est indigne de la diplomatie algérienne. Ceci étant dit, regardons ce que dit, lisons ce que dit l'agence de presse algérienne, l'APS. L'Algérie dénonce le caractère éhonté d'une requête déposée par le Mali auprès de la Cour internationale de justice. Waouh. Waouh. Est-ce que vous croyez que ça va améliorer nos relations entre l'Algérie et notre voisin et frère musulman malien, ce type de déclaration, de communiqué, d'article? Vous croyez? Alors qu'il y a un seul responsable à la dégradation des relations entre le Mali et l'Algérie. C'est ce monsieur. C'est Ahmed Attaf. Il est incompétent. Regardez. Il passe son temps à dégrader les relations avec nos voisins ou nos partenaires habituels. Il est incapable de trouver des solutions où chacun peut sortir la tête haute. Incapable. Tout ce qu'il sait faire, c'est dégrader les relations. Vous croyez qu'on nomme un ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines pour dégrader les relations avec nos partenaires? Je ne crois pas. Surtout qu'à son actif, on ne peut pas dire qu'il ait des grands succès diplomatiques. Regardez. À peine élu, à peine nommé, ministre des Affaires étrangères, regardez, en août 2023, l'Algérie a été recalée au BRICS. Regardez, adhésion au BRICS. 6 pays admis, l'Algérie doit encore attendre. Et oui, parce qu'il n'a rien d'un diplomate après 19 ans au chômage. Imaginez Lakhdar Belloumi ou Rabih Majer. Tout d'un coup, on dit, écoutez, après tant d'années en train de jouer au domine ou là en train de jouer au football avec votre famille et vos amis, tout d'un coup, ils font partie de la sélection nationale. Vous croyez qu'on va gagner un match? Alors qu'ils étaient brillants dans les années 80. Et qui ne se souvient pas de l'exploit contre l'Allemagne? La Coupe du Monde en Espagne en 82. Oui, ils ont mis un but chacun, masha'Allah, yatihum saha. Mais parce qu'ils étaient à jour, comme on dit. Ils s'entraînaient tous les jours. Et là, vous croyez qu'un ancien ministre devenu
ambassadeur à Londres, c'est son dernier poste, hein, 2003-2004. Il n'a pas empêché la guerre en Irak. Hein. Pourtant, il aurait pu empêcher Tony Blair, premier ministre britannique, de faire la guerre en Irak avec Bush, le président américain Bush. Il était incapable. Ça se saurait s'il était brillant. Et là, 19 ans après, bon, le président Abdelmajid Tebboune a eu pitié pour lui. Il s'est dit, mais allez, Shinsen Kbir, il a un peu d'expérience, peut-être qu'il peut être utile. Non, il n'est pas utile. La preuve. Premier grand échec, l'Algérie a été refusée aux BRICS, alors qu'un grand pays, mais pauvre, en 84-85, il a subi une famine extraordinaire. Les gens faisaient des concerts pour donner à manger au peuple éthiopien. Lui a été admis aux BRICS, c'était l'Éthiopie. Et l'Égypte, regardez, c'est vrai qu'il y a une classe bourgeoise très riche, mais la majorité du peuple est très pauvre, a été admise aux BRICS. Et nous, l'Algérie, le plus grand pays d'Afrique, on a été recalé comme un petit lycéen qui a été recalé au bac. C'est berdil, hein. Regardez, c'est un échec cuisant, août 2023. Août 2023, on était recalé des BRICS. BRICS non retenu, l'Algérie tente de faire bonne figure. Même le courrier international s'est moqué de l'Algérie, regardez. L'Algérie tente de faire bonne figure. À vrai dire, c'est le ministre des Affaires étrangères, il est tellement incompétent, tellement médiocre, tellement inadapté aux enjeux géopolitiques actuels. Mais oui, il n'est pas du tout de son époque. Rabat Madjer ou la Rahdeb Belloumi ne peuvent pas faire gagner l'équipe d'Algérie aujourd'hui, mais parce qu'il y a longtemps qu'ils jouent plus, ils font plus de football de haut niveau. Mais oui, le fameux but de Rabat Madjer au Porto, c'est parce qu'il jouait tous les jours. C'était un très grand joueur. Si tant est que M. Ahmed Attaf ait été un grand diplomate, mais après 19 ans au chômage, il ne peut pas, la Raleb, c'est comme Madjer. Il faut qu'il aille prendre sa retraite. C'est Ahmed Attaf. Vous êtes de ma région, Ain Deflash, c'était la même wilaya, mais allez prendre votre retraite. Vous êtes en train de nous ridiculiser, les BRICS, le Mali. C'est des échecs à répétition. Et en plus, vous n'avez aucune conscience morale. Regardez ce que vous avez fait. Vous avez cautionné la prolongation d'un contrat pendant 35 ans avec la société indonésienne Pertamina dans le gisement pétrolier de Menzel Lejmet North, où l'Algérie a 0%. C'est un contrat qui a été renouvelé, signé par le ministre de l'énergie, Mohamed Arqab, qui lui aussi n'a aucune conscience morale. Il passe son temps à signer des contrats avec des multinationales condamnées pour corruption. Mais là, c'est grave, c'est notre ministre des Affaires étrangères, c'est l'image de l'Algérie. Il a cautionné en décembre 2023 la prolongation de ce contrat pendant 35 ans. 35 ans. Regardez, là, il est avec la ministre des Affaires étrangères indonésienne. Regardez. Pertamina. L'Indonésien Pertamina va investir 900 millions de dollars en Algérie. Mais c'est pas pour l'Algérie, c'est pour eux. Car Pertamina à 65%, Repsol espagnol à 35%, et la Sonatrach à 0%. On a juste un peu de taxes, un peu d'impôts et un peu de frais pour le transport du pétrole jusqu'au port de Skikda ou l'Abjé ou l'Alger en direction d'Indonésie. L'Algérie, wallo, zéro. Nada. Comme Tosyali Algérie, l'Algérie a 0% du capital social, alors que Tosyali va exporter 4 milliards de dollars en 2026. Dans le capital de Tosyali Algérie, l'Algérie a 0%. Et ben, c'est kif dans le gisement pétrolier de Menzel Lejmet North. On a 0%. Et M. Ahmed Attaf a cautionné la prolongation de son contrat. Mais le pire dans tout ça, Pertamina, c'est qui? C'est quoi? C'est la mafia du gaz et du pétrole. La mafia du gaz et du pétrole. Lisez, s'il vous plaît. C'est dans toute la presse, vous pouvez vérifier. C'est une traduction de l'anglais. L'Indonésie élargit son enquête pour corruption à 17 milliards de dollars contre la société Pertamina. Regardez le logo. On a renouvelé un contrat. Plutôt, Mohamed Arqab a renouvelé un contrat cautionné par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, pendant 35 ans avec la mafia du gaz et du pétrole, Pertamina. Là, il y a un énorme scandale de 17 milliards de dollars qui a éclaté à partir de février 2025. Mais ça fait longtemps qu'on l'appelle la mafia du gaz et du pétrole. La mafia du gaz et du pétrole. Regardez, Pertamina.
signe une prolongation de 35 ans dans son bloc pétrolier et de gaz algérien. 35 ans. Grâce au grand ministre des Affaires étrangères algérien qui passe son temps à se chamailler avec le Mali, avec le Maroc, avec l'Espagne, avec la France, avec je ne sais qui. Voilà. Pertamina voulait même racheter les 35% de l'Espagnol en 2016 pour avoir 100%. Regardez, Pertamina est prête à acheter 35% des actions de Repsol dans Menzel. Et là, vous avez la preuve. Donc, Pertamina avait 65% et s'ils avaient acheté les 35% de Repsol, ils auraient eu 100%. 100%, regardez, 100%. Lisez bien, s'il vous plaît. 100%. Alors, en 2015, on ne pourra pas dire que l'Algérie n'est pas au courant. Regardez, 2015, Jakarta. C'est un grand journal indonésien, Jakarta Post. 24 novembre 2015, Pertamina suspend 4 employés pour leur implication présumée dans la mafia Pétral. Pétral, c'est la filiale de Pertamina à Singapour. Pétral, regardez, lisez s'il vous plaît. Pertamina. Je lis à l'envers. Pertamina suspend 4 employés pour leur implication présumée dans la mafia Pertal. C'est la filiale de Pertamina. Regardez, lisez, 24 novembre 2015. C'est connu en Indonésie. Tout le monde sait que Pertamina, c'est la mafia du gaz et du pétrole. Et Ahmed Attaf, qu'est-ce qu'il fait? Il cautionne un contrat, la prolongation d'un contrat pendant 35 ans, signé par Mohamed Arqab, le ministre de l'Énergie. J'arrive pas à comprendre l'Algérie. Le président a dit qu'il y avait une tolérance zéro avec la corruption, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On signe avec des entreprises corrompues. Total, condamné pour corruption. Eni, condamné pour corruption. Sinopec, le chinois, condamné pour corruption. Pertamina, 17 milliards de dollars de corruption, et nous, on signe avec. Vous savez, je suis sidéré. Donc, enquête. La compagnie pétrolière et gazière publique, Pertamina, enquête sur l'implication présumée de ses employés dans des pratiques mafieuses au sein de la branche commerciale de l'entreprise basée à Singapour, Pertamina Energy Trading, qu'on appelle Pétral. 24 novembre 2015. Mafieuse. Vous entendez, ça veut dire quoi, mafieuse? Mafia. Ça vous dit quelque chose, mafia? C'est un mot international. Et Ahmed Attaf, il cautionne un contrat avec la mafia. Donc, Dieu sait ce qui s'est passé en coulisses. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé en coulisses. Comment ça se fait qu'on prolonge un contrat pendant 35 ans avec la mafia du gaz et du pétrole alors que la Sonatrach est à 0%? Ça vous fait réfléchir ou pas? Regardez, ça date de 2015, hein? 2015. On continue. 2022. Courrier international. Ça m'emblait, hein? Source Compass. Vous connaissez Compass? C'est le leader des informations des sociétés, des entreprises dans le monde entier. Je vous donne la date exactement. Alors, que je dise pas de bêtises, 28 novembre 2005. Oh, 2005. Oh là là, Ahmed Attaf, 2005. L'État indonésien gangréné par la mafia du pétrole. Gangréné. Regardez, lisez. L'État gangréné par la mafia du pétrole. Donc ça, c'est Courrier international. C'est écrit en petit, je sais. C'est 2005, mis à jour en 2022. Regardez, je m'approche un peu plus. 2005, mis à jour en 2022. Une phrase. La contrebande à grande échelle de produits pétroliers liés à ce qu'on appelle en Indonésie la mafia du pétrole. On connaît depuis longtemps le rôle de cette organisation, mais la difficulté de prouver qu'elle existe. Comme l'explique le directeur général de Pertamina, écoutez-moi bien, la mafia du pétrole est une organisation sans forme. Elle est si puissante qu'il est difficile d'en venir à bout. Elle a des liens avec les dirigeants du pays, comme en Algérie, sous Bouteflika. Anciens et actuels, écoutez-moi bien, elle a des liens avec les dirigeants du pays, anciens et actuels. Si bien que tous les efforts pour nettoyer Pertamina ont jusqu'à ce jour échoué. Mais Ahmed Attaf, il cautionne un contrat avec la mafia du pétrole et du gaz. Je continue, vous savez. Je commence par la vraie diplomatie, puis après je vous dis la gravité de la situation. Il est toujours ministre, hein.
On se demande pourquoi d'ailleurs. D'ailleurs, les deux qui signent des contrats avec des sociétés mafieuses ou qui les cautionnent sont toujours ministres. Moi, j'ai cru qu'on luttait contre la corruption, mais on passe notre temps à signer avec des entreprises corrompues. C'est quand même étrange, n'est-ce pas? Bismillah. South China Morning Post, c'est la Chine. L'enquête de Pertamina sur la corruption en Indonésie attise la colère contre la mafia du pétrole et du gaz. Waouh! 9 suspects liés à l'affaire Pertamina ont été arrêtés, ce qui pourrait compromettre les efforts de son président pour lutter contre la corruption. 6 mars 2025. 6 mars 2025. Donc, je vous ai parlé de 2005, de 2015, maintenant 2025. Lisez, s'il vous plaît, lisez. Lisez, regardez à quoi joue Ahmed Attaf, qui passe son temps à se chamailler avec le Mali, mais il ne parle jamais d'Indonésie. Hein. Pourquoi il ne parle pas du contrat qu'il a cautionné là, pendant 35 ans? Il n'en parle pas. Donc il fait, vous savez comment ça s'appelle ça? La diversion. Voilà, ils font exprès d'avoir un problème avec le Mali, avec le Maroc, avec qui d'autre? Avec la France, mais ça cache ce qui se fait avec Pertamina, la mafia du gaz et du pétrole. Hein, pourquoi on prolonge de 35 ans entre nous? Vous êtes posé la question, vous pouvez vérifier. Hein. Alors tout ça, évidemment, pourquoi on prolonge un contrat de 35 ans avec la mafia du gaz et du pétrole? Jum'at al-khair. Et moi j'adore les mouches électroniques. Regardez. Est-ce que c'est moi qui ai inventé ces documents? Est-ce que c'est moi? Franchement. Est-ce que c'est Rachid Nekas qui a fabriqué ces documents? Tout le monde peut les trouver dans toutes les langues, en français, en chinois, en indonésien, en anglais, en espagnol. Regardez, Pertamina signe une prolongation de 35 ans pour son bloc pétrolier gazier algérien, où l'Algérie a 0%. Et comme par hasard, c'est la mafia du gaz et du pétrole, Pertamina. Donc l'Algérie, elle signe avec... Donc je refais, hein. Je relis l'enquête de Pertamina, donc avec qui on vient de signer pendant 35 ans encore, on a 0% bien sûr. Donc l'enquête de Pertamina sur, qu'est-ce qu'il y a marqué, sur la corruption en Indonésie, attise la colère contre la mafia du pétrole et du gaz. C'est moi qui parle de mafia du pétrole et du gaz ou c'est eux? C'est dans toute la presse, regardez. Vous arrivez à lire? Donc South China Morning Post, voilà. Donc 6 mars 2025, regardez. 6 mars 2025, 6 mars 2025, voilà, 6 mars 2025. Vous voyez avec qui on travaille? Avec qui travaille M. Ahmed Attaf? Avec la mafia du gaz et du pétrole. Et il est encore ministre, hein, normal. Hein, aucun homme politique en parle, aucun député, aucun sénateur, aucun ministre, aucun intellectuel, aucun journaliste, aucun parti d'opposition. Mais l'Algérie, c'est devenu, elle a perdu son âme. Son âme. Vous vous rendez compte, il n'y a que Rachid Nekas qui parle de ça. Je vous défie de trouver un Algérien, un article, une vidéo, n'importe quoi, qui parle de ce scandale de Pertamina ou là de Tossiali. Je suis le seul à en parler. C'est quand même bizarre, non? Vous attendez que quelqu'un qui vit dans un douar en Algérie, dans une cité en France, qui vous révèle des choses qui sont publiques? Mais c'est public, ça. Public, regardez, faites le lien. L'Algérie, en tout cas Ahmed Attaf et Mohamed Attaf, travaillent avec la mafia du gaz et du pétrole. Oui, la mafia du gaz et du pétrole. En quelle langue je vais vous le dire? Vous savez, moi, je me lasse pas de répéter. Hein. Vous savez, il y a un grand écrivain français qui s'appelle Stendhal, vous connaissez, Le Rouge et le Noir. Rouge et le Noir. Il disait que la beauté est dans la répétition. Et je crois que c'est le principe même des prières. Il faut prier 5 fois par jour, vous êtes au courant. Parce que les prières, plus vous priez, plus c'est beau. La beauté est dans la répétition. Et bien la pédagogie, c'est pareil. Le principe de la pédagogie, c'est la répétition. La répétition. On continue? Bismillah. Allez, un autre. Vous savez lire, là? Pareil, c'est un journal indonésien. Ah, comment il s'appelle, ce journal? Korong Rakyat. Bismillah. Les débuts de Riza Khalid pour contrôler Pertamina, la mafia du pétrole et du gaz et le scandale des 1000 milliards de dollars. Bon, ça, c'est une mauvaise traduction, mais c'est 17 milliards de dollars. Lisez bien. Vous pouvez vérifier, bien sûr. Tout ça est vérifiable. Hein. La mafia du gaz et du pétrole. Pertamina, c'est la mafia du gaz et du pétrole.
Et l'Algérie vient de donner 35 ans de pétrole gratuit à Pertamina. On se demande pourquoi. Ben oui, la mafia, avec la mafia, vous savez, tout est caché. Regardez. Lisez bien, lisez bien. Regardez, 23 juillet 2025, ça fait pas longtemps, non? Hein? Oui, vérifiez. Hein? Alors, écoutez-moi bien. Le nom de Riza Khalid, c'est l'entrepreneur pétrolier et gazier, c'est un peu comme Farid Bejaoui, c'est le Farid Bejaoui de l'Indonésie. Surnommé le parrain de l'essence, a une nouvelle fois secoué l'opinion publique après que le parquet général, donc la justice, l'a désigné comme suspect dans une affaire de corruption présumée liée au contrat du terminal pétrolier PT Orbit Terminal Merak. Cette décision marque un nouveau chapitre dans le démantèlement de la mafia pétrolière et gazière, soupçonnée depuis longtemps d'être profondément ancrée au sein de Pertamina. Allez, lisez tranquillement. Ou prenez en photo si vous voulez. Donc, mafia gazière et pétrolière soupçonnée depuis longtemps d'être profondément ancrée au sein de Pertamina. Mais nous, on prolonge le contrat pendant 35 ans avec la mafia du pétrole et du gaz indonésien. Et il n'y a personne qui parle en Algérie. إيه بلاد الشهداء الله يرحمهم بلاد المجاهدين المجاهدات بصح ما كاش راجل ولا امراه اللي يحكي على هذا العقد مع المافيا تاع الغاز وتاع البترول في اندونيسيا والجزائر ما عندها والو والو. Bravo. Moi je vous dis bravo. Et bravo à Ahmed Attaf, qui fait de la diversion avec le Mali, avec le Maroc, avec la France, mais qui cautionne une prolongation pendant 35 ans avec la mafia du pétrole indonésie. C'est bien, bravo. Puis, parlons maintenant de M. Ahmed Attaf en tant que ministre de la communauté nationale à l'étranger, c'est-à-dire le Haraga, les 7 millions qui ont des papiers à l'étranger. On a 517 morts, 517 Algériens qui meurent chaque année dans la mer Méditerranée sur les 10 000 Haragas qui quittent le pays. Bah oui, parce que l'Algérie ne fait plus rêver. Vous croyez qu'Ahmed Attaf va faire rêver les Algériens? Vous croyez qu'Ahmed Attaf va donner envie aux Algériens de rester en Algérie, de construire le pays, de le développer? Vous croyez qu'il est en mesure de remplir cette noble mission? 517 Algériens préfèrent mourir en mer Méditerranée plutôt que de rester avec Ahmed Attaf qui leur balance des communiqués toutes les semaines. C'est pas moi qui les ai inventés ces chiffres. 517 Algériens sont morts en 2024. C'est l'organisation Caminando Fronteras, organisation espagnole, dans son rapport de 51 pages qui s'appelle Suivi droit à la vie 2024. La justice espagnole, normalement c'est son boulot, Ahmed Attaf, c'est de comprendre. Moi, je me demande pourquoi il ne publie pas un communiqué contre la justice espagnole dans un rapport de 1609 pages. Le parquet espagnol, regardez ce qu'il y a marqué, le parquet espagnol, dans un rapport sur l'année judiciaire espagnole, le parquet espagnol dénonce les problèmes que posent le Maroc et l'Algérie en matière d'expulsion et d'expulsion des immigrés. En 2024, 4656 demandes d'expulsion d'étrangers condamnés à des peines de prison ont été enregistrées et 95% ont été rejetées par le Maroc et par l'Algérie. Et ça, c'est partout, hein, partout dans la presse. Et non seulement l'Espagne, donc la justice espagnole, dénonce l'Algérie et le Maroc pour refuser d'accepter, d'admettre 95% des 4656 personnes pour lesquelles elle a formulé une demande à ces deux pays, mais en plus on est traité de faire du commerce de la drogue et d'êtres humains. C'est-à-dire que l'Algérie laisse entrer de la drogue d'Espagne vers l'Algérie, et dans ces bateaux repartent en Espagne à partir d'Algérie avec des êtres humains, avec des haragas. Voilà ce dont on est accusé par les autorités espagnoles. Pourquoi le ministre des Affaires étrangères n'a pas publié un communiqué pour dénoncer cette attaque contre l'Algérie? Vous trouvez ça normal, ça? Comment ça se fait? Donc, il dénonce simplement le Mali. Donc, pour le Mali, il n'y a pas de problème. Et il publie des communiqués. Attendez, où est-ce qu'il est, ce communiqué? Hein, il faut que je vous retrouve ce communiqué. Donc, pour le Mali, voilà, il a le courage, il publie des communiqués. Mais il faut dire à l'Espagne, pendant 40 ans, il y avait une junte militaire avec Franco, il faut dire la même chose. Non,
Monsieur Ahmed Attaf, pourquoi vous publiez pas un communiqué contre l'Espagne pour dire que la junte militaire espagnole sous Franco, parce que je vous rappelle que c'est la junte militaire sous Franco qui a mis en place ces accords de Madrid de novembre 75 pour attribuer les 2 tiers du Sahara occidental au Maroc et 1 tiers à la Mauritanie. Vous avez oublié, c'était une junte militaire qui a fait signer les accords de Madrid en novembre 75. Oui, il y avait une junte militaire en Espagne. Il fallait dire qu'on ne reconnaît pas les accords de Madrid qui ont été signés à Madrid par une junte militaire du général Franco. Ben oui, il faut faire pareil. Qu'est-ce que vous en pensez? Contre l'Espagne. L'Espagne qui accuse l'Algérie de faire du trafic de drogue et d'êtres humains. Comment ça se fait que vous n'avez pas publié un communiqué pour dénoncer ce rapport de 1609 pages consacré entre autres à l'Algérie et au Maroc, où le procureur général espagnol accuse l'Algérie de trafic de drogue et de trafic d'êtres humains. Comment ça se fait qu'on n'a pas le droit à un communiqué, là, comme vous avez l'habitude de rédiger contre la France, contre le Mali? Ou là, le Mali, c'est facile, c'est faible. l'Espagne تخاف منها تخاف منها بس على بالك بلي صح ولا راني غلط. Mais vous savez, pourquoi le Mali s'attaque à nous, à votre avis? Le Mali. Si on était vraiment un grand pays avec un... Plutôt, on est un grand pays. Si on avait un grand ministre des Affaires étrangères, vous croyez que le gouvernement de transition libyen se serait permis de rédiger ce communiqué insultant le 4 septembre dernier? Vous savez pourquoi il s'est permis de faire ça? Car au niveau de notre passeport algérien, on est classé au même niveau que le Mali. Oui, on est placé au même niveau. Sur 55 pays, notre passeport algérien est classé à la 34e place. À égalité avec le Mali. Voilà, à égalité avec celui du Mali. On est l'Algérie à la 34e place en Afrique. C'est pour ça que le Mali se dit « Ah, bah, puisqu'on est à égalité avec l'Algérie, eh ben, moi, je vais porter plainte contre l'Algérie, on est à égalité. L'Algérie qui se prend pour un grand pays, mais on est classé pareil. Donc, c'est parce qu'on est classé à égalité avec le Mali ne se permet de rédiger et de publier des communiqués insultants. Ben oui, parce que notre ministre est incompétent. Il est médiocre. Zéro charisme. Pendant qu'il se chamaille avec le Mali, les grands pays, eux, font du vrai travail. On a 2 causes sacrées en Algérie. La question du Sahara occidental et la question palestinienne. Regardez qui défend aujourd'hui la Palestine. Vous croyez que c'est Ahmed Attaf? Alors qu'on fait partie, en tant que membre non permanent, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Là, on va être éjecté le 31 décembre prochain avec un bilan politique exceptionnel et un bilan diplomatique nullissime. Je finis cette vidéo avec une proposition qu'aurait pu imaginer M. Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères algérien. Pendant que la France demain, avec 10 pays en force, va reconnaître l'État de Palestine, avec l'Angleterre, l'Australie, la Belgique, le Portugal, etc., le Canada. Pourquoi l'Algérie n'a pas anticipé, vu qu'elle est encore membre non permanent du Conseil de sécurité, au lieu de faire de la poésie ou de faire des communiqués contre le Mali? Pourquoi elle n'a pas réuni les 53 pays qui sont d'accord, les 53 pays africains qui sont d'accord avec pour reconnaître l'État palestinien? Pourquoi elle n'a pas réuni les 53 chefs d'État africains pour dire que toute l'Afrique est avec la Palestine et soutient la création d'un État palestinien? Pourquoi elle n'a pas fait ça? Pourquoi M. Ahmed Attaf n'a pas eu l'intelligence, la présence d'esprit, le charisme de rassembler les 53 pays en dehors du Cameroun et de l'Éthiopie qui se sont abstenus, qui reconnaissent l'État palestinien, donc 53 pays, 53 États africains, il les réunit lors d'une conférence de presse à l'ONU pour dire voilà, Algérie, chef de file
de l'Afrique, le plus grand pays d'Afrique, a l'honneur de déclarer avec 53 États africains la reconnaissance de l'État palestinien. C'est compliqué à faire, ça? Est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Pour ça, il faut avoir de l'intelligence. Il faut avoir la présence d'esprit. Il faut avoir du charisme. Il faut avoir la volonté de montrer au monde qu'on a une vraie diplomatie, comme au temps de Feu Abdelaziz Bouteflika en 1974, comme au temps de Chadli Benjedid en 1988, lorsque l'État palestinien a été décrété à Alger, et comme en octobre 2022, lorsque le président Abdelmajid Tebboune a rassemblé les 14 mouvements palestiniens qui s'entretuaient. Mais vous n'êtes pas au niveau. Et c'est pour ça que de la même façon que vous n'avez pas repris mon idée lorsque je vous ai dit de demander à la délégation palestinienne de recruter plutôt des membres qui ont la double nationalité, c'est-à-dire américaine et palestinienne, pour être présents à l'ONU demain, vous n'avez pas écouté non plus mon conseil pour faire reconnaître un État palestinien uniquement en Cisjordanie, en évacuant provisoirement la question de Gaza, afin que les Américains ne s'opposent pas à la création d'un État palestinien. Car tant qu'à l'affaire du Hamas, évidemment que les Américains vont utiliser le Hamas considéré comme un groupe terroriste pour ne pas reconnaître l'État palestinien. Mais si vous dites que l'État palestinien portera dans un premier temps uniquement en Cisjordanie, Washington ne va pas s'y opposer. Mais pour cela, il faut un peu de créativité, un peu d'intelligence et un peu d'humilité. Barakallahu fikum, tahiyat jazair, wallah yarham al-shuhada.